nous avons décidé de consacrer cette séance à un livre, qui est un livre de Sylvain Lazarus, et qui s'appelle justement « L'intelligence de la politique ». Je dois dire d'abord que ça fait toujours plaisir de voir un livre de Sylvain Lazarus, parce que Sylvain écrit peu. Voilà. Et on aime bien, on est toujours content d'avoir comme ça et de pouvoir relire et de pouvoir reprendre à notre rythme un certain nombre de réflexions et d'analyses qu'il nous propose et que je l'entends proposer depuis le temps qu'on travaille ensemble. Moi, ça fait bientôt 20 ans. Voilà. Alors, c'est un livre un peu particulier. C'est un livre un peu particulier. Le livre précédent, qui pour moi, enfin, qui pour tout le monde, je pense, nous a marqué cette réflexion, c'est l'anthropologie du non. L'anthropologie du non, c'était un travail d'édition, en partie de la thèse d'État de Sylvain. C'est pas tout à fait le même registre dont il est question ici. Il s'agit de plusieurs textes, de 8 textes, qui n'ont pas été tous écrits à la même date et qui même s'échelonnent sur 25 ans, de 1978 à 2003. Ce qui est à la fois problématique et extrêmement intéressant, j'y reviendrai. Et ce ne sont pas des textes qui sont dans les formes académiques, qui sont celles des publications universitaires, voire même de l'anthropologie du non, dans la mesure où on n'y trouvera pas tous les appels de notes, toutes les références bibliographiques qu'on attend en général. Ça n'est pas l'objet, puisque ces textes sont d'abord des textes qui ont été des conférences, qui sont des textes adressés dans des situations militantes, ce qui ne veut pas dire que ce sont des textes politiques, au sens classique. On entend cette expression-là. Ce sont des textes sur la politique, pensés et adressés dans des situations militantes et dans des situations politiques. Et qui ont été, ce sont des conférences, qui ont été reprises, retravaillées l'an dernier pour pouvoir être publiées aujourd'hui et pour pouvoir être lisibles aujourd'hui. Je dois dire que, c'est une petite parenthèse, mais republier aujourd'hui des textes sur 25 ans d'une réflexion intellectuelle et des textes, donc au moins un qui a 25 ans, c'est pas tout à fait simple. Hein. Je fais moi-même de temps en temps, parce que c'est une époque où j'écrivais déjà de temps en temps quelque chose, j'ai fait moi-même l'expérience de me relire 25 ans après. Ça peut être assez terrible. Voilà. Donc, on comprend même plus, on n'est même plus dans l'intellectualité dans laquelle on était. Allez, donc c'est aussi, donc, je dirais c'est courageux, mais c'est surtout extrêmement intéressant parce que ça permet de voir une réflexion se construire, revenir, s'élaborer, se mettre à l'épreuve de situations nouvelles pendant 25 ans, et sur la politique. Et pendant 25 ans où les choses ont considérablement bougé. Considérablement bougé. C'est aussi pour ça que c'est une épreuve de publier des textes aussi anciens et parfois de se relire 25 ans après. C'est parce que lorsqu'on a été un peu acteur de cercles d'organisations militantes pendant ces 25 années, on a pris de plein fouet les transformations, les butoirs, les apories, les échecs, les incompréhensions d'une période qui, comme a dit Bourringer à Guénaud récemment, je l'ai vu sur YouTube, je ne regarde pas l'émission, sur On n'est pas couché, c'est une période troublée et troublante. On est dans une difficulté véritablement à comprendre. Alors,
ce ne sont pas des textes universitaires au sens académique du terme, ce ne sont pas non plus des textes politiques au sens, même si l'auteur dit que c'est un livre de militants. Moi, je le lis comment? Je le lis comme un rapport d'enquête. Un rapport d'enquête et de réflexion sur des situations, dans les situations, avec des gens qui vivent des situations, pendant une période où l'expérience militante a été une expérience troublée et troublante. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Le dernier texte est de 2003. Il s'est encore passé quelques petites choses depuis, sur lesquelles on pourra éventuellement revenir. Alors, donc les 8 textes, je vous les cite quand même, vous n'avez pas forcément eu le livre entre les mains. C'est Qu'est-ce qu'une politique marxiste, qui est un texte de 78, une note sur le post-léninisme, texte de 81, Peut-on penser la politique en intériorité de 85, la catégorie de révolution dans la Révolution française de 88. Dans une introduction extrêmement intéressante de Natacha Michel, il vient montrer que ces 4 textes sont un ensemble qui pose les bases, les outils sur lesquels je vais revenir rapidement, les outils de la pensée de la politique. Les 4 textes suivants sont des textes de mise à l'épreuve dans des situations sur des questions plus particulières. C'est Lénine et le temps, en 89, Chercher ailleurs et autrement, suite d'enquête sur les usines chinoises, notamment en 89, le texte est de 92, Les 3 régimes du siècle, c'est de 2002, et La décision pure de 2005. Donc, de ces textes, je vais tirer trois séries de remarques, 3 séries de propositions. La première, essayer de vous montrer, pour ceux qui connaissent peu ou mal, ou qui ont envie de connaître plus, même s'ils connaissent déjà, quelques outils qui sont des outils de compréhension et d'intelligence et d'enquête sur la politique que l'on voit s'élaborer dans le temps de leur construction. La deuxième série de remarques, ce sont les propositions faites sur la qualification des différentes périodes ou des modes politiques qui se sont succédés au cours du siècle, qui n'ont pas de vivre, parce que quand même n'ont pas tout vécu du siècle. Et les 4e séries de remarques, c'est sur la période purement contemporaine, à partir du texte de 2003. Je me permets d'insister au départ sur la question donc, des outils, sur ce dont on parle quand on parle de la politique telle qu'on en propose l'intelligence dans ce livre. Il y a une expression que j'ai bien aimée, la politique comme puissance subjective. Qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? Je vais commencer par dire de quoi on parle pas. Une série de propositions avec lesquelles je suis en accord, je partage, je trouve extrêmement opératoire, qui est que d'abord, la politique n'est pas la résultante ou le simple reflet, le produit d'une superstructure, d'une infrastructure, pardon, d'une structure sociologique, économique. Ce n'est pas un produit, ce n'est pas la conscience de quelque chose, ce n'est pas non plus la subjectivation d'une situation. Les explications marxistes, sociologiques, habituelles, voire psychologiques ou psychanalytiques de la politique et du succès politique ne sont pas convoquées ici, sont même résolument projetées. On va voir. Deuxièmement, la politique, ce n'est pas une science ou une compétence. Je ne sais pas si vous connaissez le roman d'Italo Calvino qui s'appelle Le journal d'un scrutateur,
le héros tient un bureau de vote dans une maison de retraite où les dames d'un certain âge viennent voter avec les bonnes sœurs. Voilà. Toute la réflexion est sur justement est-ce qu'il faut avoir toute ça, est-ce qu'on peut voter sans avoir toute sa tête? Est-ce qu'il n'y a pas un certain niveau de compétence? Vous savez que c'est des choses qu'on entend assez aisément dans les conversations. La politique, moi je ne connais rien, ou je ne suis pas compétent. Comme s'il faudrait, ça serait constitué avant tout d'un savoir qui articulerait ensuite une pensée qui permettrait d'être ensuite opératoire. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas non plus, lorsqu'on parle de politique, du produit d'une transcendance divine, où ça n'est... Au fond, il n'y a pas une référence ni scientifique, ni religieuse, ni extérieure, par la production sociologique ou économique, de la vérité de la politique. Donc si c'est n'est expliqué ni par la sociologie, ni par la scientificité du discours, ni par la transcendance, elle ne peut pas être expliquée, elle ne peut pas être identifiée de l'extérieur d'elle-même. Il me reste quelque chose qui est une puissance subjective, une capacité à dire le monde et à dire ce que doit être le monde ensemble, de façon organisée, qui existe en dehors de tout ça. Voilà. C'est donc une pensée qui s'identifie à partir des catégories qu'elle propose. Elle n'a aucune nécessité historique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, à un moment donné, on ne peut pas dire qu'il y a cette politique parce qu'il y avait ça autour. Ou il y a ça autour, il doit y avoir. Donc ça a quelques conséquences dans son identification. D'abord, si elle s'identifie à partir des catégories qu'elle propose et qu'elle porte, elle n'est pas en général. Il y a à un moment donné une politique. Puis à un moment donné une autre. Elle est singulière. Elle est discontinue, parce que s'il y a un moment donné il y en a une, à un moment donné il y en a une autre, entre les deux il peut ne pas y en avoir. C'est pas facile à admettre intellectuellement quand on essaye de penser les continuités historiques, etc. Mais si on réfléchit un petit peu à la situation contemporaine, ma foi, le fait qu'il n'y ait pas de politique est une situation qui visiblement peut exister. Si elle est singulière, discontinue, en plus elle est rare. Elle n'est pas... La situation statistiquement dominante n'est pas forcément qu'il y en ait. Alors pour autant, ça n'est pas de la fantaisie pure. Je dis bien, il s'agit d'une pensée, d'une puissance subjective, qui parle du réel, qui parle de ce que doit être le réel, ce qui, je pense, est ce que, par une expression, un néologisme, au fond, Sylvain traduit par les rapports du réel, non pas rapport au réel, ce qui serait une vision dialectique des choses. Enfin, elle s'inscrit, si elle n'est pas produite dans une époque, elle s'inscrit dans une époque, elle est pertinente dans une époque, elle est pertinente dans une situation. Elle s'expérimente à partir de cette situation. Et après, elle s'arrête. L'idée qui est qu'on se soit trompé à un moment donné, qu'il faudra en tirer les conséquences, ou que les hypothèses étaient bonnes, mais tout ça... Bon, je pense qu'il faut... J'insiste un peu, j'étais un tout petit peu long et un petit peu... Mais c'est un point de départ absolument indispensable si on veut comprendre le reste. Ça nécessite de mobiliser deux autres dispositifs de pensée. D'abord, un dispositif de pensée sur... Il n'y a pas que la politique, enfin, les gens pensent. C'est le point sur lequel Sylvain revient régulièrement. Donc, il y a la question de la pensée des gens mobilisés. Et d'autre part, ça mobilise une conception du temps et d'une discontinuité dans l'histoire, dans le processus historique. Il y a des périodes, des séquences qui commencent, qui s'arrêtent,
il n'y a pas de rapport de causalité entre la structure d'une séquence, la raison pour laquelle elle s'est arrêtée, et la structure d'une séquence et la raison pour laquelle elle commence. Nous ne sommes pas dans un cycle de périodes comme pouvait le marxisme, par exemple, pouvait le proposer. Il n'y a pas de chaîne causale. Voilà. Enfin, dernier outil intellectuel qui nous est proposé, sont les modes historiques de la politique. Il y a des modes historiques. Et qu'il y a deux grands modes historiques de la politique. Un mode, une puissance subjective qui se dispose à un moment donné du point de vue des gens, à distance de l'État et des enjeux de l'État, qui est en subjectivité et que Silva propose d'appeler en intériorité. Et il y a un mode de la politique qui est dans l'espace de l'État, qui lui est en extériorité, qui n'a qu'un seul lieu, l'État, l'autre mode ayant une multiplicité possible de lieux. À partir de là, le siècle, le XXe siècle, peut être regardé en identifiant des modes historiques de la politique, 3 modes, en identifiant des formes d'État, des modes en extériorité de la politique autour de l'État, dans l'État, et en identifiant, ce qui n'est pas mince, la place du parti, des partis, dans ces différents modes et dans leur succession. Trois modes historiques en intériorité sont proposés, qui sont des modes qui se disposent de façon relativement courte, 2 de façon ancienne, puisqu'il y a le mode classiste, enfin le marxisme du XIXe siècle, avant Lénine, à partir du texte manifeste. Le mode bolchevique, qui lui s'articule autour du parti, c'est un mode disons que son point principal, c'est l'invention du parti, et l'invention du parti comme conscience. Et le parti devient alors le lieu de la politique, mais sous condition de son adéquation aux situations vécues par les gens. Et le troisième mode étant le mode dialectique, celui développé par Mao Tse-tung avec la guerre révolutionnaire. La question que je poserai, je vais vous poser au fur et à mesure quelques petites questions, mais et après, voilà. Qu'en est-il d'un mode en intériorité dans la deuxième partie du XXe siècle et aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut l'identifier? Est-ce qu'il a été possible? Est-ce que ça serait possible aujourd'hui? Les modes en extériorité, c'est-à-dire, c'est le mode parlementaire. C'est l'état consensuel ou l'état fonctionnel. Un état consensuel dans lequel le vote n'est pas un élément de représentation, mais une adhésion à l'État, et l'état fonctionnel où la technicité étatique s'impose, c'est ce qu'on est obligé de faire. Alors, je reviens sur la question du parti.
Ce que ce livre nous propose, c'est d'abord cette idée qui a été défendue dans d'autres textes de Sylvain, c'est que c'est Lénine qui invente le parti, c'est Lénine qui invente le parti comme lieu de la politique, et ce mode de la politique s'arrête entre 1914 et 1917, en Russie en 1917, le Bolcheviks s'arrête en 1917, parce que les partis s'intègrent au dispositif étatique à partir de la Première Guerre mondiale. Le XXe siècle est dominé par un mode en extériorité qui est caractérisé par l'État, le parti-État. L'État et le parti constituent un dispositif intégré, le parti étant la version politique de l'État. Et comment dire, les trois, enfin ce que Sylvain appelle les trois régimes du siècle, c'est-à-dire le régime parlementaire, le régime stalinien et le nazisme, qui sont trois figures de parti-État. On voit que la question du pluralisme ou non des partis dans ces dispositifs n'est pas en cause dans l'efficacité générale du dispositif. Ces trois régimes sont trois régimes qui, chacun à leur façon, à la fois, dans le même temps, posent l'idée qu'il y a des classes. Ce sont des régimes classistes, dans ce sens-là, qu'il y a des classes, et étatisent les classes sociales, étatisent la classe ouvrière, intègrent par les dispositifs étatiques le travail, la classe ouvrière, à l'État. Et donc c'est le parti qui est l'acteur principal de cette étatisation de la société et de la classe. Là. La situation contemporaine. Dernier point. La situation contemporaine, elle est ouverte par le dernier texte qui s'appelle de la décision pure. La décision pure. Et curieusement, elle est ouverte sur une réflexion sur la guerre et sur la décision de faire la guerre en Afghanistan, puis en Irak, décision américaine, au début du XXe siècle. Et de cette décision sur la guerre et de cette réflexion sur la nouvelle nature de la guerre, la nouvelle figure de la guerre, au début du XXe siècle, découle une réflexion sur la nouvelle nature de l'État. Paradoxalement, si j'ai bien compris, Sylvain me dira si j'ai bien compris, la question de la guerre et de la politique, elle a déjà été présente dans l'histoire du XXe siècle, elle était présente au moment de la Première Guerre mondiale. Et c'est l'incapacité des partis à faire face à l'embrasement européen, et un peu plus qu'européen, en 1914, qui a contribué, qui a déterminé même leur faillite et leur intégration au dispositif étatique qui a donné les trois régimes du siècle et qui a donné cette forme de parti-État au cours du XXe siècle. Donc c'est la confrontation à la guerre, et à la guerre telle qu'elle avait lieu à ce moment-là, qui a déterminé l'avenir à long terme, l'avenir des partis. Or, la guerre à laquelle nous avons affaire
au début du XXe siècle n'est pas la même. Elle n'est pas la même. Nous avons été un certain nombre à nous alerter sur cette question-là à ce moment-là. En ce sens où la guerre qui est proposée par le gouvernement américain, par l'état-major américain, dans des termes qui sont repris avec un vocabulaire, un lexique, des catégories qui sont reprises régulièrement depuis, et notamment reprises par le gouvernement français, par exemple aujourd'hui à propos de la guerre du Mali, c'est une figure de la guerre qui ne laisse pas la place à une figure de la paix. Ce n'est pas la guerre qui est une rupture de la paix et dont la fin doit amener à une paix. C'est une guerre qui, dans le discours, dans sa façon de se penser, dans sa façon de se développer, c'est une guerre qui dit, enfin c'est ce que dit le gouvernement américain au début du XXe siècle, qui dit être la paix. Pour avoir la paix, il faut... Le vieux dicton latin, c'est « si tu veux la paix, prépare la guerre ». Si vis pacem, para bellum. Le dicton américain du début du XXe siècle, c'est « si tu veux la paix, fais la guerre », parce que c'est la paix qui assure la guerre. Il n'y a plus de figure de la paix, en réalité. La figure de la guerre est une figure de la politique de l'État. C'est en ça que l'on passe de cette interrogation sur la nouvelle figure de la guerre au début du XXe siècle à une nouvelle figure de l'État qui n'est plus un État, qui n'est plus un parti-État, qui n'est plus déterminé, dont les décisions ne sont plus déterminées par les logiques de l'étatisation de la société et de la légitimité d'un État qui doit représenter tout le monde, mais qui ne sont plus déterminés que par des besoins de la puissance et de la puissance étatique. Au fond, il n'y a plus de contraintes de la part des États contemporains. Je pense qu'on peut en discuter, mais je pense que là, c'est une hypothèse, c'est plus qu'une hypothèse, et c'est particulièrement opératoire. Il n'y a plus de contraintes sur il n'y a plus l'obligation de porter l'intérêt général. Il n'y a plus l'obligation de se référer à un intérêt général. On se réfère à ce qu'il faut faire en tant que puissance. Mais l'État n'est pure puissance et n'est plus porteur de l'intérêt général. Voilà. Ça veut dire que nous ne sommes donc plus dans la même figure de l'État. Alors nous avions travaillé, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble avec des analystes de part et d'autre, pas vraiment très très proches, sauf sur certains points très pragmatiques, mais on a travaillé pendant des années sur la question de la banlieue, en fondant en 1994 une maîtrise des sciences et techniques qui s'appelait Formation à la connaissance des banlieues, dont certains sont diplômés aussi. Et nous avions travaillé à l'époque sur l'hypothèse que la crise des banlieues, en réalité, c'était une crise de l'État. Ce qui se donnait, au fond, à voir dans des situations localisées, extrêmement conflictuelles, des situations de souffrance pour les gens, c'était la fin, la mise en crise du dispositif de parti-État tel qu'il nous est proposé là. On n'est plus dans la crise de ça. On est bien, depuis le début du siècle, là, du XXIe siècle, dans autre chose, dans quelque chose qui s'est, dans un dispositif étatique qui s'est mis en place, qui est très plastique, qui s'est mis en place un peu partout, et qui provoque qui provoque les actes étatiques dont nous pouvons être témoins ou victimes aujourd'hui. Donc, la question qui se pose pour moi, à la fin de ça, parce que je partage ça, on voit bien qu'on est face à des pouvoirs qui
n'ont comme logique que de s'affirmer comme pouvoir, et qui n'ont comme légitimation que la légitimation de la conflictualité et de la guerre. Ces hypothèses sur la question de la guerre ont été largement confirmées par d'autres analyses qu'on a faites depuis, notamment en travaillant sur les discours politiques français. On voit bien qu'on est face à ça, qu'on est face à des pouvoirs qui ne négocient pas, par exemple, face à des mouvements qui n'ont pas le souci de la négociation, parce qu'ils n'ont pas le souci, à un moment donné, de pouvoir dire qu'ils sont porteurs d'un intérêt général. Donc la question, c'est où est la politique? Y a-t-il une politique en intériorité aujourd'hui? Et s'il n'y a pas de politique sans organisation, dans quelle organisation, dans quelle situation organisée, dans quelle situation militante organisée y a-t-il aujourd'hui? Peut-on éventuellement aujourd'hui identifier une puissance subjective qui soit de la force de celle qu'on peut identifier pour les situations passées? C'est pas simple. C'est pas simple. Et en allant au-delà du livre, ce débat qu'on a eu depuis, c'est d'autant moins simple que moi je le lis comme ça. Je vous ai dit tout à l'heure, une politique, elle s'identifie par les catégories qu'elle déploie, qu'elle utilise. Sylvain montre par exemple dans son texte sur la Révolution française comment la catégorie de révolution a été au centre de la politique pendant la Révolution française et a été du coup épuisée par son usage pendant la Révolution française. Ce qui fait qu'il n'y a de révolution que pendant la Révolution française. Il y a des mots qui identifient une politique à un moment donné et qui sont épuisés par qui n'ont plus cours ensuite. Et si c'était le cas du mot politique lui-même? Et si c'était le cas du mot politique lui-même qui, c'est le moins qu'on puisse dire, ne suscite pas un enthousiasme subjectif, collectif ou individuel considérable dans les situations contemporaines? Est-ce que la puissance subjective qu'on appelait politique doit-elle, si elle existe encore, doit-elle s'appeler autrement? Voilà ce que j'essayais de poser au départ.